Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence Comment atteindre l'harmonie familiale. Et ça va être tout un sujet fort intéressant. Mon nom est Nathalie Bégin, je suis formatrice à l'école Écoute ton corps depuis 2017. Donc, lorsqu'on est formateur, on fait aussi des conférences pour l'école. Donc, j'ai ce bonheur-là de pouvoir faire une conférence avec vous aujourd'hui. Je vous invite peut-être à fermer vos cellulaires si jamais vous voulez être bien attentif au lieu d'être un petit peu partout. Vous voyez que c'est enregistré présentement, donc là, c'est pour ça aussi que tous les micros vont être fermés tout au long de la conférence, compte tenu qu'on va faire une diffusion sur la chaîne YouTube de l'École Écoute ton corps de la conférence. À chaque fois qu'on fait une conférence, c'est comme ça qu'on procède. Il y a des gens qui viennent participer. Vous aurez une possibilité à la fin de la conférence aussi de poser des questions. Donc, en attendant, vous allez écrire vos questions. Vous pouvez les envoyer à notre opératrice qui est Laure actuellement. Et puis, Laure, à la fin de la conférence, va me lire vos questions. Donc, Laure, elle est là. Elle peut ouvrir son micro pour qu'on la repère. Merci Nathalie. Je suis très contente d'être là, très contente de te seconder, surtout d'écouter cette conférence. Je pense que moi aussi, je vais en apprendre beaucoup. Puis, comme tu le disais, n'hésitez pas à m'écrire vos questions dans le conversé. Je les prends en note, ça se peut que je les regroupe entre elles, puis à la fin de la conférence, je les poserai à Nathalie. Donc, n'hésitez pas. Bonne conférence à tous. Merci, Laure. Alors, pour me présenter, moi, je suis du Québec, en Gaspésie. J'ai 3 enfants, j'ai un conjoint. Donc, c'est sûr que le thème des relations familiales, ça m'interpelle. Je suis aussi grand-maman 8 fois. Donc, j'ai ce privilège-là. Juste pour faire un petit historique rapide de l'école Écoute ton corps, mais vous savez que ça a été fondé en 1982. Ça fait 42 ans, 22 ans, 42 ans que l'école existe. Lise, ça a été fondé par Lise Bourbeau. Elle a écrit son premier livre en 1987. Mais depuis 82, il y a des ateliers en continu, des conférences. Lise, elle a une bibliothèque de conférences assez extraordinaire. Il doit y avoir à peu près plus de 150 conférences. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais lorsqu'on va sur la boutique en ligne, c'est incroyable comment elle est prolifique, Lise. Et ceux qui sont abonnés à l'Infolette, ben, vous savez aussi que elle continue d'écrire, hein. Vous recevez l'infolette, donc vous avez un beau texte d'elle à peu près aux 3 semaines. Vous savez aussi, probablement, ceux qui connaissent l'école Écoute ton corps, que nous avons un atelier de base qui est l'atelier Être bien. Cet atelier-là, c'est l'atelier qui fonctionne depuis les tout débuts de l'école. Il s'appelait autrefois l'atelier Écoute ton corps, mais donc c'est le même qui a été transformé évidemment un peu au fil du temps. Mais cet atelier-là, Laure va vous mettre le lien dans le bas de l'écran, dans le chat. Cet atelier-là, c'est vraiment toutes les bases de l'école Écoute ton corps. Alors, vous avez toutes les informations, tous les outils vont être transmis et juste ces 2 jours-là, ça peut transformer votre vie. C'est quand même intéressant. Et le bonheur, c'est que cet atelier-là, être bien avec soi, avec les autres, mais c'est gratuit à vie, cet atelier-là. Donc, les gens, il y a beaucoup de matière, évidemment, c'est une école, mais vous pouvez le reprendre autant de fois que vous voulez. Ça, c'est un bel avantage. Et puis, je veux mettre un peu de l'avant le dernier livre que Lise a créé, a écrit, qui sont les 5 grands besoins des enfants nouveaux. Compte tenu qu'aujourd'hui, on parle d'harmonie familiale, il y a dans ce livre-là un des besoins qui est le besoin de respect que l'on va aborder justement pendant la conférence. Donc, même chose, Laure va vous mettre un petit lien là. Ben, veux-tu mettre la photo tout de suite du livre? J'ai demandé de nous faire une photo parce que moi, quand je le montre à l'écran, il est toujours à l'envers. C'est pas aussi beau. J'ai un petit côté perfectionniste. Donc voilà, c'est ce livre-là, Les 5 grands besoins des enfants nouveaux. On voit que le besoin de respect, il est en haut complètement. La communication, l'affection, plaisir, sécurité, c'est tous des besoins. Quand on parle d'enfants nouveaux,
Tu peux refermer, s'il te plaît, là. Quand on parle d'enfants nouveaux, vous savez, vous faites partie des enfants nouveaux. Vous êtes dans une recherche, une quête de sens au niveau de votre vie. Vous voulez pas juste qu'on vous dise, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voulez les explications, vous voulez la communication, le respect. Alors, vous faites partie, hein. Si vous l'avez lu, ce livre-là, vous vous êtes sûrement reconnu à différents endroits. Et quoi dire? Donc, je vous avais dit, il va y avoir une période de questions à la fin, puis j'ai aussi une belle promotion à la fin que je vais vous annoncer. J'ai hâte de pouvoir vous l'annoncer aussi. Un cadeau qui est offert par Écoute ton corps pour quelque chose. Je vous reviendrai avec ça. Alors, le but, bien sûr, de la conférence, c'est d'offrir cette conférence-là, c'est de faire connaître notre école, nos techniques, notre méthode. Écoute ton corps a fait ses preuves depuis plus de 40 ans avec des milliers de personnes jusqu'à maintenant. Alors, j'espère sincèrement que cette conférence va vous permettre de voir si ce qu'on enseigne, ça peut vous aider aussi dans votre domaine familial. Personnellement, c'est à travers ces moyens, moi, qui sont simples, somme toute, qui sont assez simples, qui m'ont aidé à atteindre l'harmonie familiale, que j'ai pu transformer ma vie. Et comme je suis pas toute seule, hein, je le sais qu'il y a plein de gens qui les utilisent déjà. Et il y a des gens, à un moment donné, on en vient assez de souffrir dans nos relations, de pas comprendre pourquoi, malgré toutes les actions qu'on entreprend. Des fois, on a l'impression qu'on tourne en rond. Avez-vous ce sentiment-là parfois? Vous pouvez me faire un signe de tête, oui ou non, là, dépendant. Où est-ce que vous êtes, vous, là-dedans? Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'avais. J'avais l'impression, plus souvent qu'autrement, de tourner en rond dans mes relations familiales. Donc, c'est grâce à l'accompagnement puis à la structure de notre programme de formation, puis bien sûr, votre investissement personnel, votre détermination, que vous allez pouvoir transformer votre vie. Aujourd'hui, bien, comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie? En regardant comment mettre en application la METC, la méthode écoute ton corps, et pour atteindre justement l'harmonie familiale. On va regarder ensemble les objectifs. Laure va vous les déposer à l'écran. Oups, on n'a pas partagé le bon écran. Je vais commencer quand même. Donc, on va commencer bien sûr comme objectif pour définir un peu qu'est-ce que c'est que l'harmonie familiale. On va regarder ensuite comment devenir conscient de notre degré d'harmonie familiale, mais à travers quelques exemples qui vont probablement vous permettre de voir si vous vous retrouvez souvent dans des situations de conflit. Et puis ensuite, savoir définir qu'est-ce que vous voulez, hein? Comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose si on ne sait même pas ce qu'on veut? Ça ne semble pas fonctionner là, donc laisse faire, puis mets-le directement dans le chat, les objectifs. Ça va faire pareil. Si exemple, donc c'est ça, savoir qu'est-ce qu'on veut. Imaginez, vous allez au restaurant, le serveur arrive, puis vous dit: «Qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous voulez?» «Oh, je le sais pas». Ben, ça se peut qu'il vous amène n'importe quoi ou que vous-même que vous aurez rien du tout. Donc, c'est important de savoir ce qu'on veut dans la vie et dans les relations familiales. On va regarder ensemble les réactions courantes qui nous empêchent d'être en harmonie. Alors, vous allez regarder vos comportements à vous. Qu'est-ce qui vous fait réagir? De quelle façon vous réagissez face à telle personne dans votre famille et dans telle situation? Donc, on va regarder justement les causes de conflit en se basant sur les blessures. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et bien sûr, comme à chaque conférence ou atelier de l'école Écoute ton corps, vous repartez avec des moyens concrets pour atteindre l'harmonie. Ce sont des moyens qui vont vous aider à changer quelque chose dans votre vie, bien sûr, si vous les utilisez. Si vous les prenez et puis que, comme on lit un livre des fois, ou bien on écoute une conférence, puis après ça, vous retournez, vous reprenez votre petite vie, puis là, vous mettez toutes vos nouvelles connaissances dans un tiroir, bien, ça se peut qu'un an plus tard, il vous arrive encore le même problème, mais que vous ne soyez pas plus outillé. Donc, toute technique a besoin de pratique, toute nouvelle information mérite d'être investi un temps soit peu pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Moi, c'est ce que je vous souhaite.
Le vrai savoir, c'est en le mettant en pratique. Sinon, ben, c'est du bagage mental accumulé. C'est intéressant, c'est satisfaisant, mais c'est un peu comme d'accumuler des bibelots ou accumuler des livres. C'est d'accumuler quelque chose qui finalement va s'empoussiérer. Puis vous savez, dans l'harmonie familiale, on sait que le ménage, c'est toujours un dossier crucial, donc on ne veut pas que ça s'empoussière. Commençons avec, qu'est-ce que ça veut dire l'harmonie familiale? Donc, quand ici je parle d'harmonie familiale, c'est pas seulement parent-enfant. Donc, voyez beaucoup plus grand que ça, parce que l'harmonie familiale, ça peut être bien sûr votre couple. Si vous vivez seul, ben, ça peut être avec vos propres parents, avec vos grands-parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, vraiment toute la famille élargie. Ça peut même être avec vos ex-conjoints, conjointes. Ça peut être la famille de votre conjoint aussi. Donc, voyez-vous, la famille, ça peut être très large. Quand j'utilise le mot harmonie, c'est comme si je parlais aussi de paix ou d'entente, hein, d'avoir une bonne harmonie, une bonne entente, d'avoir la paix dans la famille. Donc, ça, d'avoir l'harmonie, ça veut pas dire être toujours d'accord. Hein. Ça se peut qu'on soit pas d'accord dans la famille, mais on peut avoir quand même un très bon degré d'harmonie. Ça veut dire que vous êtes capable d'être heureux, même si vous avez des façons de vivre qui sont différentes. C'est de se sentir paisible quand on pense à tel membre de la famille. Surtout ceux qui sont moins aimables dans la famille. Il y en a, hein? Donc, même si certains membres de votre famille, leur façon de vivre ne vous plaît pas, donc vous savez, c'est souvent de eux qu'on a le plus besoin pour grandir. Aussitôt là, que vous sentez votre ventre se nouer, vous sentez de l'angoisse à l'idée là, de devoir les rencontrer, ces gens-là, de membres de votre famille ou de leur parler, quand vous critiquez à l'intérieur de vous ou même à l'extérieur de vous, quand vous avez des accusations, des jugements qui montent en vous juste à penser à une personne en particulier, que vous ressentez des émotions désagréables, ça, ce n'est pas de l'harmonie. Hein, c'est pas être en paix dans le cœur. On veut arriver à être en paix, même avec ceux qu'on n'est pas d'accord de comment ils vivent. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Donc, c'est aussi accepter puis se donner le droit d'avoir des préférences. Ça se peut que certaines personnes puissent en préférer d'autres, avec qui on a plus d'affinité. On n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas les autres. Ça se peut que vous vous entendiez mieux même avec votre belle-sœur qu'avec votre frère. Moi, c'est arrivé longtemps, pendant une longue période de temps. Je sortais avec ma belle-sœur, j'allais danser, puis je n'avais rien à dire à mon frère. Mais je ne suis pas en train de dire que j'aime pas mon frère, voyez-vous? Mais j'ai pas d'affinité. Ça arrive, ça aussi. C'est pas parce qu'on est né dans la même famille qu'on a toujours des affinités. Euh, donc, d'être en harmonie, c'est aussi se donner le droit d'avoir des préférences. Vous devez peut-être penser que c'est utopique de croire que ça peut exister d'avoir une belle relation avec toutes les personnes de votre famille. Moi, je suis sûre que ça peut exister, mais c'est vrai que c'est encore très rare de nos jours. On voit pas ça beaucoup. Il y a certains membres de la famille qu'on trouve un peu difficiles à aimer, hein, de façon inconditionnelle, un peu difficiles à accepter. Avez-vous des personnages en tête, là? En avez-vous des membres en tête? Alors, on doit accepter cette condition-là, que certaines personnes, c'est plus difficile à aimer. Moi, je viens d'une famille de 6 enfants. J'ai 5 frères et sœurs. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai moins envie de passer du temps. Puis là, je dis pas que je les aime pas. J'ai juste moins de points en commun. Mais pendant des années, je dois même avouer que j'en ai critiqué certains, jusqu'au jour où j'ai commencé à faire le miroir avec eux pour voir qu'est-ce que j'avais à apprendre avec eux. Donc, on peut viser ce but-là, de se dire, pourquoi ne pas l'avoir, ce but-là d'harmonie, d'atteindre l'harmonie familiale avec tous les membres de notre famille. Puis même si vous ne parvenez pas à le faire avec tout le monde, peu à peu, à force de vivre cette harmonie avec de plus en plus de membres de votre famille, bien, votre vie va en bénéficier. Puis vous allez faire des fonctions, des actions en fonction de ça. Vous allez être de plus en plus en paix.
Et c'est vous qui allez être gagnant là-dedans. On le fait pour soi, là. Hein. Vous êtes ici à la conférence en premier pour vous. Alors, il n'y a rien de perdu. Hein. Même si on n'arrive pas avec tout le monde, ben, c'est pas grave. Il y a déjà un bon mouvement qui se met en place au niveau de l'harmonie. Alors moi, c'est juste ça que je veux vous faire réaliser aujourd'hui. C'est seulement vous qui allez pouvoir décider de faire quelque chose pour améliorer vos relations et vivre de la paix. C'est sûr que, comme je le disais, ça peut être plus difficile avec certaines personnes, surtout ceux que ça dure depuis longtemps. Mais ça, là, c'est votre ego qui dit: «Ah, c'est pas à moi de faire les premiers pas, c'est à l'autre de venir s'excuser. Moi, j'ai déjà tout essayé». C'est juste un discours de l'ego, ça. Puis ce discours-là de l'ego, c'est pas lui qui va vous aider à atteindre l'harmonie. Ça, c'est garanti. C'est toujours la personne la plus consciente des 2 qui va faire les premiers pas. Mais quand on veut rester dans nos retranchements, c'est l'ego qui nous dit ça, puis des fois même l'orgueil. Je vous donne maintenant quelques exemples de conflits. À mesure que je vais les nommer, notez ceux qui vous appartiennent et avec qui vous le vivez, peut-être ce conflit-là. Si, disons, je parle de relation parent-enfant, donc ce qui peut, dans une relation parent-enfant, parfois causer du stress, des conflits, des désaccords, c'est lorsque, entre autres, les parents prennent l'enfant comme confident. Et ça, c'est pas dans l'ordre des choses. Les parents ne devraient pas se confier à leur enfant. Imaginez, là, une mère qui s'en va voir son enfant puis qui dit: «Ah, tu sais pas ce que ton père vient de me faire ou vient de me dire». Mais ça n'a pas lieu d'être. Ils sont pas là pour régler les conflits des parents, les enfants. Les enfants, ils se sentent mal à l'aise en plus là-dedans. Donc, il y a personne qui est bien dans ce genre de situation-là. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est un parent qui va demander à l'enfant de faire l'intermédiaire aussi entre les 2 parents. On voit ça des couples qui sont séparés. L'enfant qui s'en va chez son père pour le week-end et l'autre parent qui dit: «Tu diras à ton père que je suis tanné d'attendre après son chèque de pension alimentaire». C'est pas à l'enfant de faire l'intermédiaire. Même des couples ensemble qui vont faire ça. Un des parents qui dit à l'enfant, «Oh, va dire à ta mère qu'en fin de semaine, je veux qu'on aille, faire la partie de hockey. Je veux qu'on aille au hockey toute la famille ensemble». C'est pas à l'enfant d'aller faire les messages comme ça à l'autre parent. Ça crée des problèmes. Imaginez l'enfant. S'il réussit à faire plaisir à un de ses parents, il déplaît à l'autre. Puis s'il déplaît à l'un, ben, il fait plaisir à l'autre. Et comme tout le temps pris entre l'arbre et l'écorce. Désappointer un pour faire plaisir à l'autre, puis désappointer l'autre pour faire plaisir à l'un. Voyons. Il est pris entre les désirs de ses 2 parents. L'autre situation qu'on voit, c'est l'enfant qui se croit responsable du bonheur de ses parents. Combien d'enfants n'écoutent pas leurs besoins et ils ont comme croyance, ces enfants-là, qu'ils doivent tout faire pour aider leurs parents. Il y a des enfants comme ça, hein, c'est les bons petits-enfants, là. Ils sont fins, ils sont obéissants, ils sont tranquilles, ils rendent des services. Mais ça, c'est parce qu'ils se croient responsables du bonheur de leurs parents. Il y a à l'inverse les parents qui se croient responsables du bonheur de leurs enfants. Ça, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, de se croire responsable du bonheur des autres, parce que c'est vraiment un gros problème. Mais si vos enfants sont pas bien, si vous avez des enfants qui sont pas bien, souvent comme parents, on a l'impression que nous, on peut pas être bien si nos enfants sont pas bien. Là, il faut arrêter de vouloir changer la vie des autres, puis prendre un petit pas de recul par rapport à ça. On a aussi le cas où les parents qui ont peur de leurs enfants ou vice-versa, des enfants qui ont peur de leurs parents. Vous savez, un enfant peut respecter son père, sa mère, mais ça ne veut pas dire avoir peur de son père, sa mère. Avoir peur, ça crée des conflits qui font qu'on n'ose plus être soi-même. Il y a certains parents qui ont peur de la crise qui s'en vient s'ils disent non à l'enfant. Ils ont tellement peur qu'ils passent leur temps finalement à laisser faire. Ils ne sont pas plus heureux. Parfois aussi, on voit un enfant qui est préféré à un autre enfant.
Là, je parle pas je parle que, là, quand je parle de ça, c'est vraiment un des enfants là, qu'on a une préférence trop marquée. Donc, on le préfère, mais au détriment des autres. Puis là, on pourrait dire, ben, quand est-ce que tu vas réussir à l'école aussi bien que ton frère? Tu vois, j'en prends un puis je dénigre l'autre. Là, on sent qu'il y a des préférences qui ne sont pas saines. On peut avoir des affinités avec un qu'on n'a pas avec l'autre. Ça se peut. Mais pas qu'ils se manifestent d'une manière injuste pour l'autre. Là, j'ai parlé plus parents-enfants, mais d'autres types de problèmes familiaux qu'on voit. Des différences d'opinion sur l'éducation des enfants, la gestion de l'argent, la sexualité, la religion, la politique. Y a-t-il des sujets qui amènent plus de conflits que ça? Hein? Je pense qu'on ne peut pas avoir le top. Donc, si dans votre vie de couple, dans votre famille, vous vivez comme des malaises parce que vous êtes différents au niveau de l'éducation, de la religion, de la sexualité, de l'argent, ça, c'est tous des sujets qui créent des conflits dans les familles. Les tâches à la maison, hein, ainsi que l'ordre dans la maison. Quand est-ce qu'ils vont m'aider? C'est toujours la même personne qui fait les tâches, hein? Ça vous parle-tu, ça, ces petites phrases-là? On en entend souvent, là, des conflits qui sont spécifiques à des tâches. Moi, j'ai entendu, pas plus tard qu'il y a à peu près 4 semaines, quelqu'un qui disait qu'il y avait un conflit à la maison pour remplir le lave-vaisselle. Parce qu'il y avait une façon pour optimiser le lave-vaisselle. Sinon, c'était pas correct. Ça aussi, ça génère des conflits quand c'est jamais parfait comme on voudrait que ce soit. Donc, il y a la personne qui est jamais contente, puis il y a l'autre qui est jamais content, puis qui a plus envie d'aller aider. Il y a aussi l'alcoolisme, puis toutes les autres formes de dépendance qu'on peut retrouver qui peuvent amener des problèmes très importants, de même que la violence verbale, psychologique ou physique. Ça aussi, ça peut amener des problèmes plus sérieux. Il y a aussi, lorsqu'on voit toujours la même personne qui s'occupe du parent malade ou du parent qui est plus âgé. Ça aussi, on voit des conflits là, entre les frères et sœurs à ce moment-là. Puis on voit des conflits frères-sœurs aussi dans les problèmes de succession, lorsque c'est le partage d'un héritage. Il y a beaucoup de familles qui se sont séparées, déchirées, quand est venue la répartition des biens. Il y avait des désaccords, puis certains vivaient de l'injustice. Je ne sais pas si ça vous parle, ces autres problèmes-là. Puis, famille en général aussi, qu'on va retrouver des problèmes avec des frères, des sœurs, des oncles, bref. Puis ça peut aussi, bien sûr, ce que je vais mentionner là, ça peut aussi s'appliquer parents-enfants. Mais tout ça, ça va causer des conflits. Manque de communication. Y en a-tu qui ont des manques de communication ou manque de clarté dans la communication dans la famille? Hein, on n'est pas capable de se parler, on n'ose pas se parler. Puis là, on dit oui, tu m'as dit ça, mais non, tu n'as pas compris. Puis là, il y a comme tout le temps des malaises sur la communication. Fait que si vous sentez des malaises avec quelqu'un en lien avec la communication, bien là, vous savez que vous n'êtes pas en harmonie. La jalousie, l'envie aussi, qui est assez fréquente, l'indifférence qu'on va retrouver dans certaines familles. Il y a des gens qui ne se sont pas parlé depuis 2 ans, 4 ans, 10 ans. Il y a aussi toutes les préférences, les comparaisons. Je n'ai parlé tout à l'heure là, avec les parents, mais avec les cousins, les cousines même, ça peut nous arriver, hein. Il y a des préférences qui sont différentes au niveau de certaines façons d'être. Différence, exemple, un veut fumer, l'autre ne tolère pas la cigarette. Un qui traîne, l'autre qui veut la propreté. Voyez-vous, hein, c'est complètement des contraires. Il faut arriver un jour à une entente parce que sinon, c'est pas harmonieux. S'il y a un manque de communication, il y a aussi parfois le manque d'écoute. Ça aussi, c'est assez fréquent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas écouter. Vous savez, on a créé à Écoute ton corps un atelier de 2 jours sur savoir écouter. Comment écouter justement? L'écoute, la communication, c'est tout un art. Et ça s'apprend à écouter. Euh, mais aviez-vous des parents qui savaient vous écouter, hein? On n'a pas appris ça non plus à l'école. Mais être bien, ça s'apprend. C'est comme le reste. Savoir communiquer, ça s'apprend. Et souvent, les gens y attendent qu'on prenne une respiration pour prendre le contrôle de la conversation.
puis là, passer tout leur dossier ou ramener la conversation à eux, ce qui fait que souvent, on a le sentiment de ne pas être écouté. Et là, on vit des émotions, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas accueilli. Dans les autres problèmes qu'on voit, c'est soit le manque d'argent dans une famille ou l'excès d'argent. Ça peut créer certains malaises qui vont être plus ou moins gros. Les différences de valeur aussi, hein? Comment est-ce qu'on certaines personnes voient les choses dans une famille, puis l'obstination. On a vu des parents qui étaient rendus à 70 ans, qui s'obstinent encore avec leurs enfants, qui sont rendus à 40 ans, puis ils n'arrivent pas à s'entendre sur des valeurs. Ils ne se donnent pas le droit d'avoir des valeurs différentes. Donc, en plus de créer des conflits, bien, ça peut même créer des ruptures de relations. Puis il y a aussi, ce qu'on voit aussi souvent maintenant, c'est, ben, ça existait dans l'ancien temps, mais là, c'est comme un retour plus on en voit plus, les maisons intergénérations. Ah, avant, on habitait tout le monde sous le même toit, les grands-parents, des fois des oncles qui étaient là aussi. Mais de nos jours, ben, ça semble apporter des nouveaux problèmes. On vit ensemble, mais on n'a pas nécessairement pris d'entente claire. C'est pas tout le temps facile à gérer. Qui fait la pelouse? Qui va entretenir la maison? Où s'arrête le rôle de un, commence celui de l'autre? Si, exemple, vous avez un compte d'électricité en commun et que là, les parents prennent beaucoup plus d'électricité parce qu'ils sont frileux et que là, les enfants, ils trouvent, ils se sentent lésés parce qu'ils paient 50-50, les parents, les enfants, mais eux, ils consomment presque pas. Voyez-vous, encore un autre beau dossier à conflit. On n'en manque pas, hein? C'est impressionnant. Puis je suis sûre que vous avez plein d'idées de votre côté aussi, de conflits que vous pouvez avoir. Alors là, j'ai fait vraiment un survol des différents problèmes. C'était juste pour pouvoir vous éveiller vos propres exemples. Fait que j'aimerais ça maintenant qu'on regarde qu'est-ce que vous voulez, vous, dans vos relations familiales. Premièrement, prenez un papier-crayon puis écrivez là, c'est quoi le conflit de famille qui est le plus dérangeant pour vous en ce moment, puis avec qui? Laure, penses-tu que tu serais capable de nous mettre le partage d'écran? Veux-tu te réessayer pour la deuxième page? Je l'essaye, Nathalie. Excellent. Sinon, tu mettras les questions dans le conversé. Et puis, donc, imaginez, là, vous avez une baguette magique. Vous pourriez régler au moins un conflit de famille tout de suite. C'est lequel vous voudriez régler? OK. Les questions sont à l'écran. Comme ça, vous pouvez vous y référer. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour régler ce problème-là? Peut-être que c'est j'ai rien fait ou j'attends que ça se règle tout seul. Puis après ça, ben, qu'est-ce que vous voulez dans la situation? Puis qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour y arriver? Vous pouvez faire une capture d'écran ou à tout le moins prendre en note. Puis je vais vous donner des moyens tout à l'heure pour quoi faire de différent, mais en même temps, ça va être intéressant de voir si on a les mêmes idées, les mêmes moyens. Je vais te demander, Laure, de faire peut-être un petit copier-coller quand même dans le conversé. Comme ça, on va pouvoir le refermer, puis je vais poursuivre. Donc, gardez-les, ces 4 questions-là, puis remplissez-les au fur et à mesure en même temps. On va regarder, donc là, vous voyez un peu comment on commence à se poser les questions. Mais qu'est-ce qu'on veut dans une relation familiale harmonieuse? Hein, vous avez déjà sûrement des idées de ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez? Parce que clairement, il y a quelque chose que vous vous empêchez présentement. Il y a quelque chose, une mécanique en dedans de vous qui fait que vous n'y arrivez pas. Les personnes qui sont habituées à l'enseignement d'Écoute ton corps, que vous avez déjà écouté des conférences ou assisté à des ateliers ou lu des livres de Lise Bourbeau, là, vous allez réentendre des choses que vous avez déjà entendues, mais apparemment qu'on oublie facilement, les humains, donc c'est pas mauvais de répéter ce que vous savez peut-être déjà. Vous savez que c'est l'ego, hein, qui résiste à toutes ces nouvelles informations-là. Alors,
accepter de vous faire répéter quelques éléments, ceux qui connaissent déjà un peu. Donc, ce qui nous empêche d'avoir de l'harmonie dans nos familles, la première chose, ce sont les blessures qui sont activées. Puis, on s'entend-tu que nos proches, ils ont le don d'éveiller nos blessures? Puis que nos blessures, comme ne sont pas encore guéries, bien, ça va se réveiller rapidement quand on est en relation. Alors, les 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, je vais vous les détailler un petit peu plus loin, là, je vais prendre le temps de vous détailler les différents comportements de chacun lorsque la blessure est éveillée puis qu'on n'a pas d'harmonie familiale. Donc ça, c'est le premier élément qui nous empêche d'avoir l'harmonie. L'ego, ensuite, qui nous contrôle plutôt que d'écouter notre cœur. Ça, c'est les croyances qui nous mènent. On n'est pas conscient à quel point l'ego a du pouvoir sur nous, puis qu'on se laisse mener par lui. On est sous son emprise. Mais on n'est donc pas dans notre propre pouvoir. Même chose, on a fait un atelier de 2 jours là-dessus pour vous montrer à quel point c'est important. Et c'est créé, cet ego-là, à cause de nos blessures. L'ego, c'est la totalité de nos croyances qui ont été créées dans le passé. Ils sont basés sur le bien et le mal. Ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct. Et ce qui nous font peur, des croyances qui nous font peur. C'est pour ça que on croit qu'on va moins souffrir de nos blessures si on agit de telle manière ou de telle manière. Il faut réaliser que ça ne fonctionne pas. On devient automatiquement décentré quand on est sous l'emprise de l'ego. On ne peut plus sentir ce qui se passe véritablement en nous, puis on se laisse influencer. C'est un peu représenté par des petites voix dans la tête. Hein. Il y en a qui disent qu'on a un petit hamster dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais ça, c'est quand ça tourne comme ça, là, puis que ça parle comme ça, c'est que vous êtes à la merci de votre ego. Il a été créé à partir de toutes vos mémoires, donc à partir d'une énergie mentale. Donc, si c'est de la mémoire, c'est que ça fait toujours référence au passé. Et c'est tout le temps l'ego qui fait résister aux idées nouvelles. Il va bloquer le mental parce que votre mental, lui, il veut continuer d'apprendre des nouvelles choses, mais il va le bloquer. Il se trouve à comme figer les choses dans le temps. Donc, c'est lui qui résiste au changement. Et l'ego croit qu'il peut tout décider pour nous, que lui seul sait ce qui est mieux pour nous. L'ego n'est pas capable de vivre au moment présent. Il n'a pas cette capacité-là. Il est juste au niveau mental. Mais il nous maintient dans le passé pour justifier son existence et il nous fait futuriser une espèce de futur négatif, là. Il nous fait voir un futur négatif pour assurer sa survie. Si nous vivions seulement dans le moment présent, toute cette énergie de peur qui est alimentée par l'ego ne serait même pas là. On aurait tout intérêt à vivre un peu plus au moment présent puis à décider par nous-mêmes. Lui, il est convaincu de vous aider à moins souffrir. Il y a des gens qui, en harmonie familiale, exemple, qui ont eu 3 mariages, mais les 3 fois, c'est le même problème qui est revenu. Il se passe quelque chose, là. Hein? Si rien ne change en soi, si on fait rien de différent, ben c'est l'ego qui continue de diriger notre vie. Donc là, on vient de voir les blessures, l'ego, mais il y a aussi l'orgueil. L'orgueil, là, c'est de l'ego surdimensionné. Donc, c'est de plus en plus développé à l'intérieur de soi. C'est lorsqu'on croit quelque chose et que là, on veut en plus l'imposer aux autres. Exemple, quelqu'un qui impose à ses enfants de ne pas manger de sucre parce que elle-même ne s'accepte pas quand elle mange du sucre, parce qu'elle peut même voir qu'elle est un petit peu accro au sucre. Donc, comme elle croit que c'est pas bon pour elle, mais la chose qu'elle fait, c'est de l'imposer aux autres. Non, moi, j'en mange pas, t'en manges pas. L'enseignement d'écoute ton corps ne dit pas de ne pas manger de sucre. C'est pas ça qu'il dit. L'enseignement écoute ton corps, ça dit si tu manges du sucre,
va falloir que tu apprennes à t'aimer quand même, puis c'est toi qui vas assumer les conséquences d'avoir mangé ton sucre. C'est tout. On va vous amener dans la responsabilité et non la culpabilité. Donc, si c'est seulement l'ego, la personne va se priver de sucre elle-même. Si elle entre dans l'orgueil, là, ils vont empêcher les autres. Lorsqu'on est dans l'orgueil, c'est vraiment difficile pour les relations. Il y a aussi le manque de conscience. Ça, c'est un autre élément qui fait qu'on a peu d'harmonie familiale puis qu'on est souvent en réaction. Vous savez, on est conscient là, à peu près 5 à 10 de nos réactions, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vous croyez être maître de votre vie, vous ne l'êtes pas tant que ça. Vous réagissez en fonction de ce que votre ego a appris à travers vos éducateurs, en fonction de ce que vous avez appris peut-être même dans vos autres vies. Bref, tout ce que vous avez enregistré dans vos cellules depuis la naissance. On est plus souvent qu'autrement en réaction, mais on ne le réalise même pas. Et chaque blessure, comme elle est alimentée par une croyance, chaque blessure a aussi son propre système de croyance. Plus la blessure est importante, plus il y a de croyances qui l'activent et plus vous tombez en réaction, puis moins vous en êtes conscient que vous êtes en réaction. Il y a aussi le manque de responsabilité. La croyance la plus forte, la plus nuisible, c'est de croire que vous êtes responsable du bonheur des autres. Plus on veut arranger la vie des autres, plus je prends la conséquence des autres sur mon dos, puis moins je suis responsable. On a vu parfois là, des enfants qui étaient rendus quand même assez vieux, là, des fin vingtaine, début trentaine, des fois dans quarantaine, puis comment les parents essayaient encore de rendre leurs enfants heureux, puis arranger le problème. Mais derrière ça, là, on cherche à être responsable du bonheur des autres, ben, c'est qu'on ne s'aime pas assez. On cherche à l'extérieur à se faire aimer. Ça, c'est le contraire de la responsabilité. Ça, c'est cette croyance-là qu'on est responsable du bonheur des autres qui vous maintient dans la culpabilité et la culpabilisation des autres. Et ça nous fait aussi croire qu'on a peur pour les autres. Aussitôt que nous sommes décentrés, souffrants, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez et donc on cherche à tout prix à l'extérieur à être aimé des autres. Et ça, c'est la raison qui fait qu'on veut aider pour qu'ils nous aiment, qu'ils nous apprécient, qu'ils nous reconnaissent, qu'on soit important. Donc, on va se donner comme excuse puis raison que c'est parce qu'on a peur pour eux et qu'ils ont absolument besoin de nous. Donc ça, lorsqu'on agit comme ça, des fois, les gens, ils nous ont même pas demandé de conseils, puis on donne des conseils. Puis là, après ça, on se plaint parce qu'ils n'ont pas écouté nos conseils. Et des fois, ils nous ont même pas rien demandé au départ. Ça, c'est une des plus grandes causes de conflit dans les familles. C'est le manque de responsabilité. Si vous croyez que vous êtes ici pour rendre les autres heureux, ben, vous allez vous retrouver coupable à un moment donné, puis vous allez vouloir culpabiliser les autres. Euh, exemple, disons une fille ou un garçon qui est resté célibataire dans la famille avec des frères, des sœurs mariés qui ont déjà des enfants à eux. Souvent, on dirait qu'on mandate hein, les célibataires à s'occuper de nos parents. Mais ça peut devenir très injuste. Cette personne-là peut se retrouver à tout faire pour les parents. Puis si elle n'a pas le goût de le faire, mais là, elle se croit responsable du bonheur. Mais si elle n'a pas le goût, elle se culpabilise. Si elle veut faire autre chose, elle se culpabilise ou on la culpabilise. Euh, donc, ça crée des problèmes. Puis, quand vient le temps du testament, hein, les parents décèdent, mais là, il y a encore d'autres conflits parce que là, les gens ne sont pas heureux dans la façon qu'elle a géré la maison avec les parents. Voyez-vous, ça finit plus, là, les conflits. Euh, une personne qui est non responsable, elle oublie qu'on attire ce qui nous arrive avec les autres en fonction de ce que nous sommes. Elle oublie qu'on est toujours en train de créer notre vie. Je peux pas attirer des personnes qui me critiquent si moi, je le fais pas déjà. On a, à Écoute ton corps, un triangle, le triangle de la vie. Donc, si
vous trouvez que les autres sont injustes envers vous, c'est parce que vous l'êtes déjà envers vous et vous l'êtes aussi envers les autres. Toutes les causes que je viens de mentionner, c'est, pardon, un manque de respect de soi et des autres. Alors, on a grand intérêt à se respecter davantage puis à respecter les autres. Mais on ne l'a pas appris. On ne s'est pas senti respecté enfant, puis on poursuit dans le même sens. Il faut prendre une décision un jour, puis décider d'apprendre c'est quoi le respect. Comment est-ce qu'on peut se respecter? C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé du livre les 5 grands besoins des enfants nouveaux. Un des plus grands respects, un des plus grands besoins, c'est le respect. Un autre problème qui nous empêche d'obtenir ce que nous voulons, c'est la dépendance affective. Ça emmène beaucoup de conflits, beaucoup de disharmonie familiale. La dépendance affective peut même amener à la possession. Moins on est responsable, puis plus on veut s'assurer du bonheur des autres, plus on est dépendant, puis là, on fait plein de choses pour que les autres deviennent dépendants de nous. Vous savez, on a créé un atelier de 2 jours. Laure va vous mettre le lien dans le chat pour celui-là. 2 jours pour explorer c'est quoi les fameuses dépendances affectives. On a des parents qui sont dépendants de leurs enfants. On a des enfants qui quittent jamais la maison, qui sont dépendants de leurs parents. On a des frères et sœurs qui sont dépendants les uns des autres. Et là, on devient possessif et tout ça, ça vient créer des problèmes. Puis, c'est vraiment quand on commence à vouloir dépendre du bonheur des autres pour être bien. Donc, si l'autre n'est pas heureux, mon conjoint est malheureux, ah là, je vais être malheureuse aussi. Si ma conjointe est en colère, ben, je vais être en colère, moi aussi. Voyez-vous ce que ça nous amène? C'est, alors, on va dépendre aussi pour se reconnaître soi-même, pour se valoriser. Ben, on est comme dépendant aussi de l'attention des autres, de leurs compliments. Mais ça, là, c'est de rester dans un état de dépendance au lieu d'être autonome affectivement, bien, ça l'amène des relations de pouvoir. Donc là, dans la famille, se créent des déséquilibres. Ça vous parle-tu, ça? Y en a-tu des relations de pouvoir dans votre famille? Hein? Mais tout ça, c'est causé par les différentes raisons que je vous ai données précédemment. Alors, vous comprendrez ici que l'autonomie affective, c'est une des clés à l'harmonie familiale. Il y a maintenant, on va regarder ensemble les façons de réagir quand j'ai une blessure qui s'active. Là, on va aller vraiment prendre les 5 blessures, je vais aller vous les décortiquer. Comment est-ce qu'on réagit à travers mes relations familiales? Toutes les façons de réagir différentes que je vais vous nommer sont en fonction des blessures activées. Aussitôt qu'on a mal, hein, qu'on a une blessure physique, là, on est porté à réagir. Si quelqu'un vous marche sur le pied, ça fait mal. Vous allez réagir. Ça se peut que vous poussiez la personne, que vous criez, que vous allez faire un saut. Dès qu'on souffre, le réflexe, c'est de réagir. Donc, selon avec qui vous êtes dans votre famille, il y a certaines blessures qui vont s'activer. Ça se peut que j'ai des blessures qui s'activent avec mon conjoint qui ne sont pas les mêmes qui s'activent avec mes enfants ou avec mes parents ou avec mes frères et sœurs. On a tous 4 au moins sur 5, 4 ou 5 blessures. Là, si je regarde maintenant dans le rejet, quand c'est la blessure de rejet qui s'active, ben, vous savez, devant un conflit dans la famille, celui que la blessure de rejet s'active, il va se sentir nul, pas à sa place. Il a l'impression de ne pas être né dans la bonne famille ou ils se sont trompés à l'hôpital. Ils ont fait un échange, il n'est pas dans la bonne famille. Puis souvent, il va nier le problème. Puis c'est la personne aussi qui va se pousser des autres. Elle pourrait partir, là, vraiment se retirer, elle pourrait changer de ville, de pays pour essayer de s'éloigner des conflits. La majorité du temps, elle va faire semblant que ça la dérange pas. Elle peut même nier
une situation problématique. Faire semblant que tout va bien. C'est la personne qui n'ose pas faire une demande parce qu'elle a peur de déranger. Mais vous savez, les autres, là, ils ne peuvent pas deviner ce que vous vivez parce que vous le gardez en dedans. Donc ça, si c'est le rejet qui est éveillé. Si c'est la blessure d'abandon, là, c'est une personne qui a l'impression d'avoir jamais assez d'attention. Elle a l'impression qu'elle n'en reçoit pas assez. Et ça peut faire vivre des conflits avec les autres. Là, c'est une personne qui va se plaindre à la personne concernée ou à quelqu'un d'autre. Elle va pleurer facilement. Elle va demander beaucoup. Elle va vouloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Ça fait qu'à un moment donné, on ne veut même plus la voir, la personne, tellement qu'on est dérangé par elle. C'est une personne aussi, lorsque la blessure d'abandon est éveillée, elle peut se soumettre. Elle va endurer une situation plutôt que de se retrouver seule et abandonnée. Elle va se fier beaucoup aux autres pour être bien, pour être heureuse, pour être aimée, pour avoir son attention. Et elle a l'impression que si les autres la comprennent, là, c'est parce qu'elle est aimée. Donc, elle devient exigeante, cette personne-là, envers les autres. Puis, au lieu d'écouter, hein, dans une conversation, au lieu d'écouter, là, elle va être du genre à ramener tout à elle. Elle, c'est tout le temps plus grave que les autres, ce qui lui arrive. Ça vient tannant, hein? On a des fois, moi, j'avais un cousin comme ça, là, je parlais avec lui, pas moyen de placer un mot, premièrement. Puis quand j'avais le temps d'en placer un, puis je parlais de quelque chose qui était difficile pour moi, c'était immanquable. Il repartait sur un dossier qui était beaucoup plus difficile pour lui. Hey, c'était vraiment tannant. Ben, à un moment donné, j'avais plus envie de le voir, ce cousin-là. L'humiliation, lui, lorsque la blessure d'humiliation est éveillée, étonnamment, là, c'est le genre de personne qui pourrait rire d'un problème, même si c'est pas drôle. Ça lui fait quelque chose. Il est touché par le problème, mais il va garder ça en dedans, puis il fait comme si de rien n'était, mais il va même en rire. Et il voudrait que les autres devinent c'est quoi ses besoins. Il voudrait ne pas avoir à le dire parce que c'est le genre de personne qui est très au-devant des besoins des autres. Il est tout le temps en train d'anticiper des besoins. C'est le genre de personne aussi qui va faire l'éponge entre deux. Si deux personnes dans la famille qui vivent un conflit, c'est le genre de personne à aller se mettre entre les deux là, pour faire l'éponge, aller absorber le conflit. Il en prend beaucoup sur son dos, tous ces problèmes-là, et il va retenir ses paroles au lieu de blesser les autres. Mais parfois, il y aura avantage à parler, mais il ne le fait pas. Pour la blessure de trahison, là, ici, c'est le personnage qui est là, la personne qui est là, c'est plus une difficulté à faire confiance. Elle veut montrer qu'elle est quelqu'un de fiable, de responsable, et elle va donner des ordres plutôt que de faire des demandes. Tu sais, c'est le genre à dire, au lieu de dire est-ce que tu aurais le goût de faire quelque chose pour moi, c'est ben là, il va falloir que tu fasses ça. Puis avec le ton qui va avec. Donc, c'est donner des ordres. C'est sûr que ça aide pas tellement à l'harmonie familiale, hein. Recevoir des ordres, il n'y a pas grand monde qui aime ça recevoir ça. Dans des conflits, quand on arrive avec ce genre de réaction-là, c'est souvent l'autre va préparer un plan de vengeance. Mais lui aussi, quand il est dans cette blessure-là, c'est le plan de vengeance qui est pas très loin. Il va aussi piquer l'autre à la moindre occasion, des petits commentaires à double sens. Il y a certaines personnes qui n'osent pas dire directement devant les gens, mais s'il y a un public, là, par exemple, là, ils vont dire tout, tu sais, ils vont pas laver le linge sale en famille. Ils vont laver le linge sale là, dans la grande famille extensionnée. Tous les problèmes, ils les mettent sur la place publique. Mais quand c'est le temps de parler un à un, pour vraiment régler un problème, ils ne sont pas capables. C'est les spécialistes aussi de mettre la responsabilité sur les autres quand ils font des erreurs. C'est des spécialistes pour accuser. Si, exemple, vous lui dites ah, tu as oublié telle chose, ben oui, je l'ai oublié. Tu aurais dû m'y faire penser. Voyez-vous, c'est son erreur, il a oublié quelque chose, mais non, c'est finalement la faute de l'autre. C'est intéressant de commencer à s'observer, hein. Voyez-vous commencer
Est-ce que vous voyez, vous, dans certains comportements? L'autre chose aussi, quand c'est la blessure de trahison qui est là, c'est de refuser les conseils parce que eux, ils savent tout, ils connaissent tout. Ils vont s'imposer pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Si, exemple, vous posez une question à votre enfant et puis que c'est l'autre parent qui répond à la place. Ok? Donc là, vous n'êtes pas en train de parler à l'autre parent, vous êtes en train de parler à l'enfant, mais l'enfant, il n'a même pas le temps de répondre, l'autre a déjà répondu, mais imaginez le conflit que ça peut créer, tout ça. C'est celui qui a beaucoup d'attentes, mais sans entendre clair. Il voudrait qu'on fasse de la télépathie. Hein? Faudrait déjà qu'on ait deviné. Tu devrais savoir ça. C'est le genre à utiliser ce discours-là. Voyons, tu devrais le savoir, c'est le gros bon sens, c'est la logique. Espérer aussi que l'autre va changer, parce que là, s'il n'y a pas d'harmonie familiale, c'est la faute de l'autre. C'est l'autre qui devrait changer. Fait qu'il est là-dedans aussi. Et puis, il y a beaucoup de contrôle. Il va contrôler pas lui, il va contrôler l'autre. Il cherche à contrôler l'autre. Ça, c'est vraiment quand vous êtes de la blessure de trahison, puis vous voyez que vous voulez contrôler, là, vous êtes probablement là-dedans. Il cherche à avoir le dernier mot, à vouloir avoir raison, puis à interrompre plutôt que d'écouter. Là, je vous rappelle, là, c'est quand la blessure est éveillée, hein, quand ça fait mal qu'on réagit comme ça. Ensuite, l'injustice, la blessure d'injustice, ça, c'est les grands perfectionnistes. En général, dans les conférences puis les ateliers, c'est ce monde-là qui est là. C'est des gens là, qui veulent être le plus parfait possible. Ils font beaucoup de développement personnel, ces gens-là. C'est un beau groupe dont je fais partie. Donc, quand lui fait une erreur, il va se justifier au lieu de juste dire qu'il s'est trompé. Et puis là, je vous le dis, il va arriver avec toutes les raisons, la liste d'épicerie des raisons possibles. Il est très exigeant euh, avec lui, mais il l'est aussi avec les autres. Mais il l'est autant avec les autres qu'il l'est avec lui. Il n'y a rien de jamais assez parfait. Donc, il critique, lui, pour un tout, pour un rien. Il faut que tout soit juste, justifié et justifiable. Puis c'est le genre à s'énerver facilement quand on le prend en faute. Il veut tellement être parfait. Ça lui fait vivre beaucoup de stress et de tension. Puis il est sans cesse insatisfait. Hein, ça... Puis des fois, comme mon histoire de la vaisselle tout à l'heure, la personne, c'était une femme qui agissait comme ça, puis son mari, à un moment donné, lui a dit, mais ça donne quoi que je remplisse le lave-vaisselle? Tu vas repasser derrière moi de toute façon. C'est jamais fait à ton goût. Voyez-vous, c'est la personne qui est dans la blessure d'injustice, là, il y a une insatisfaction par rapport au côté parfait de ce que ça devrait être. Donc, il critique là, dès que c'est pas à son goût, comme il veut, quand il veut aussi. Puis, il peut faire semblant que tout va bien pour avoir l'air parfait. Mais c'est pas nécessairement le cas. Il va répéter aussi sans cesse tout ce qu'il a fait, espérant que les autres vont lui offrir de l'aide. Donc, il énumère toutes les listes d'actions au lieu de faire des demandes. Puis en même temps, c'est étonnant parce qu'il y a de la difficulté à recevoir de l'aide. Quand il en reçoit, il n'est pas content, il critique, il est insatisfait. Si jamais les autres offrent de l'aide, c'est le genre à dire non, qu'il n'en veut pas de l'aide. Parce que ça va prendre moins de temps s'il le fait, euh, au lieu d'avoir à montrer exactement comme lui voudrait que ce soit fait. Puis en plus de prendre moins de temps, ça va être fait plus à sa convenance. Fait que tu vois, là, on n'a pas tellement envie d'aider ces gens-là, de participer, entre autres, aux tâches ménagères. Hein, des fois, on a des parents qui sont très perfectionnistes, puis là, on voudrait que les ados fassent le ménage comme nous, on fait le ménage. Enfin, on y reviendra peut-être. Alors, quand on veut aider les autres aussi, quand on est dans cette blessure-là, puis qu'on veut aider les autres, souvent, c'est motivé pour être considéré comme une bonne personne, être la personne parfaite. Une mère qui voudrait aider son enfant, c'est pas juste pour le plaisir d'aider.
Je dis pas que ça arrive jamais, là, mais quand la blessure est là, c'est pas pour le plaisir d'aider, c'est pour être la mère parfaite ou le père parfait ou le conjoint ou la conjointe parfaite. Donc c'est pas évident, là, de transiger avec quelqu'un qui est dans sa blessure d'injustice. Puis c'est difficile pour eux si quelqu'un arrive puis qu'il y a de la tristesse ou des sentiments qui sont, plus difficiles. C'est dur pour lui d'écouter, parce qu'il est coupé de son senti. Il est gauche, puis il est mal à l'aise parce que lui, il se permet pas de regarder comment est-ce qu'il se sent. Il va changer de sujet. Au lieu d'accueillir l'émotion de l'autre, il va changer de sujet, il va rationaliser, il va essayer de changer les idées de la personne, l'amener ailleurs. Ça peut être frustrant pour la personne qui vit quelque chose émotionnellement. Il est trop dans le faire et dans l'apparence pour être parfait. Il retient ses paroles par peur de perdre le contrôle. C'est la personne qui se contrôle le plus. Lorsqu'on est dans l'injustice, là, c'est vraiment la personne qui se contrôle le plus, puis elle se contrôle pour être une personne parfaite. Si, exemple, elle vivait de la colère, puis qu'elle la contrôlait pas, ben, elle se jugerait imparfaite. Donc, toutes ces réactions-là sont en fonction de la blessure qui est activée avec certaines personnes, puis avec des situations. Donc là, c'est intéressant, vous avez sûrement commencé à faire des liens là, avec votre famille. Donc, vous pourrez déjà noter les comportements. J'ai vu que vous avez pris des notes, je vous vois écrire là, depuis tout à l'heure. Donc, là, vous avez pris des notes justement pour vous reconnaître parmi les fameuses réactions. Ça vous tente-tu d'avoir maintenant les moyens concrets pour atteindre l'harmonie familiale? Suite la semaine prochaine. Non, c'est une blague. Alors, on arrive à cette dernière partie pour atteindre l'harmonie familiale qu'on désire tous. Il y a différentes étapes. Donc, je vais utiliser un exemple pour un peu vous illustrer. Mais la première étape, Laure, si tu veux peut-être toi les écrire dans le chat, les étapes, ça serait sympathique. La première étape, c'est devenir conscient du problème. Quand on devient conscient d'un problème, des fois, on est surpris de ne pas l'avoir vu avant. Le malaise est là, parfois depuis longtemps, mais on ne veut pas aller trop le voir. On pense que le temps va arranger les choses, que oh, tout le monde a ses problèmes dans la famille. C'est comme si on ne voudrait pas le regarder. Mais aussitôt que vous sentez un malaise en pensant à une personne de votre famille ou à l'idée de la voir, de lui parler, ça, c'est un signe. Être attentif, devenir conscient, être attentif à comment vous vous sentez face à une personne. J'avais, une amie avec sa fille. Cette amie a déménagé à l'extérieur de la ville où habitait sa fille. Puis quand elle parlait avec elle, sa fille, elle trouvait que sa fille faisait juste parler d'elle, de ses problèmes, qu'elle écoutait pas, mais surtout qu'elle l'écoutait pas elle. Ça durait depuis longtemps, qu'elle parlait seulement de ses problèmes. Puis mon amie, un jour, m'a dit: «Ben, penses-tu qu'il y a quelque chose à faire avec ça?» Donc voyez-vous, là, elle est devenue consciente qu'il y avait un problème avec sa fille. Première étape, c'est de devenir conscient. Lorsqu'on devient conscient, la première question à se poser, c'est: «J'ai peur de quoi pour moi?» On est porté à croire qu'on a peur pour les autres. Ça, c'est l'ego qui nous fait penser ça. On aime penser qu'on est des bonnes personnes, généreuses, puis on a peur pour les autres. Mais la vraie crainte, c'est la crainte pour soi. Si vous êtes capable d'être honnête avec vous-même, ça, c'est le début d'une réconciliation. Cette amie, elle avait peur de ne pas être importante pour sa fille. Elle avait peur de ne pas être aimée. Puis, elle avait peur aussi de se fâcher avec elle, puis de même plus vouloir lui parler. Donc, et c'est un peu ce qu'elle avait même commencé à faire parce qu'elle l'appelait de moins en moins. Donc, j'ai peur de quoi pour moi dans la situation avec la personne. Troisième étape, connaître ses besoins. Troisième étape, connaître ses besoins. Donc là, il faut se poser la question, dans la situation avec la personne, si tout était parfait, que ça dérangeait personne, qu'est-ce que je veux, moi, dans la situation? Mon amie disait, ben, elle voudrait que sa fille s'informe d'elle,
comment ça va, qu'elle lui demande hein, comment ça va, qu'elle lui montre qu'elle est intéressée. Elle disait, moi je suis sa mère après tout, là, elle devrait s'intéresser à moi. Mais comme elle était dans une blessure, ben, sa réaction, c'était d'y aller à mots couverts. Elle disait, ah, tu sais, je rentre à l'hôpital demain. Tu sais, là, elle était comme, elle disait jamais les choses clairement pour parler d'elle. Puis bien sûr, sa fille, elle, ben, elle continuait à parler d'elle. Elle s'informait pas plus de sa mère. Donc, ce besoin-là de se sentir aimé, vous savez, ça, c'est un besoin qui dépend de l'autre. Dépendance, autonomie affective, hein? On peut pas obliger une autre personne à nous aimer ou à nous faire sentir qu'on est aimé. Donc, dépendant des besoins que vous avez trouvés là, dans la situation. Regardez, est-ce que ça dépend juste de l'autre? La quatrième étape, c'est la responsabilité. Donc là, est-ce que vous êtes conscient que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est vous qui l'attirez à vous? C'est ça, être une personne responsable. On crée notre réalité en fonction de ce qu'on a en soi. Puis, on ne sait pas pourquoi on s'est créé des situations difficiles comme ça avec notre famille. Mais si j'arrive à admettre que je l'ai créé, parce que j'ai quelque chose que je porte en moi, ben j'ai aussi le pouvoir de faire quelque chose avec la situation. Ça m'amène de l'ouverture. Puis on est tous sur la terre pour se connaître à travers l'autre. Être responsable, c'est savoir qu'on crée tout ce qui nous arrive selon les décisions qu'on prend, conscientes ou inconscientes, les actions qu'on fait, les réactions qu'on a, et on sait qu'on est responsable quand on assume les conséquences de nos choix. Si ça vaut pour moi, ça vaut pour l'autre. Donc, ça veut dire que si moi, je vais être responsable, je vais permettre à l'autre d'être dans sa responsabilité. Parce que l'autre aussi est responsable. Vous ne pouvez pas rendre les autres heureux. Ça, c'est juste votre ego là, qui croit ça, que vous pouvez rendre les autres heureux. C'est aussi important, c'est aussi impossible, pardon, que tout le monde soit d'accord avec tout le monde. Ça s'appelle vouloir plaire. C'est pas de l'amour, ça. C'est vouloir plaire. Être d'accord tout le temps, là, c'est impossible. Puis c'est pas parce que les autres sont pas d'accord avec vous qu'ils sont en train de vous dire je t'aime pas. Puis c'est pas parce que vous êtes pas d'accord avec quelqu'un que nécessairement vous le rejetez puis vous lui dites je t'aime pas. Arriver Afin d'arriver à avoir une meilleure relation, c'est impératif puis même obligatoire de reconnaître ça. Autrement, on peut pas y arriver. Donc, si vous n'êtes pas capable de voir que quelque chose à l'intérieur de vous, que vous savez peut-être pas c'est quoi là, à ce moment-ci, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a attiré une situation familiale difficile, ben là, il faut arrêter l'exercice à partir de maintenant. On arrête les étapes. Moi, j'ai demandé à cette amie-là si elle était prête à accepter cette réalité. Et si elle acceptait de faire un exercice pour découvrir pourquoi elle attire cette situation-là avec sa fille. Puis comme on était bien parti, elle a dit oui. C'était merveilleux, j'étais contente que ça se continue. Et donc, la cinquième étape, il y en a qui connaissent déjà cet outil-là, puis c'est le moyen par excellence, à chaque fois qu'il n'y a pas d'harmonie entre deux personnes, c'est de faire le miroir. Cinquième étape, le miroir. Mais avant de faire le miroir, c'est important de faire les 4 autres étapes que je viens de vous mentionner, là. Et là, ici, c'est accepter que les autres sont toujours notre miroir. Ce qu'on juge ou qu'on accuse d'être, c'est parce qu'on porte ça nous-mêmes à l'intérieur de soi. C'est pas dans l'action. Comme avec sa fille ne l'écoutait pas, prenait pas de nouvelles. Donc, c'était pas son cas, là. Elle faisait ça, elle écoutait, prendre des nouvelles. Mais c'est dans l'être. De quoi elle juge sa fille quand sa fille ne l'écoute pas? D'être égocentrique quand sa fille prend pas de nouvelles d'elle. Et d'être insensible parce qu'elle pense pas à sa mère. Donc là,
merveilleuse question à se poser, donc, avec la personne. De quoi est-ce que je juge la personne d'être? Et ce être-là, on fait le miroir, puis là, on le ramène vers soi. Quand est-ce que toi, là, je vais prendre l'exemple avec mon ami, quand est-ce que toi, tu es insensible avec ta fille ou que ta fille aurait pu te juger d'être insensible? Ben, je vous laisse deviner la réponse de mon amie. Elle a dit: «Jamais je fais ça.» Jamais, elle se voyait pas. Puis c'est pas évident de se voir, hein. Elle pouvait pas voir que sa fille aurait pu la juger de ça. Là, je lui ai demandé, j'ai dit: «Me permets-tu de te faire observer quelque chose, de t'aider peut-être à faire un lien?» Puis là, j'ai rappelé qu'elle était partie vivre dans une autre ville depuis, plus de 20 ans, alors que ses enfants commençaient leur famille, dont sa fille. Puis en plus que dans les dernières années, elle a commencé à moins appeler sa fille. Donc, j'ai demandé, j'ai dit: «Est-ce que ça se peut que ta fille, elle ait trouvé ça difficile, que tu ne penses qu'à toi, que tu sois insensible puis égocentrique?» Donc elle l'avait pas vu. On accuse les autres, mais on a de la difficulté à voir que les autres peuvent nous juger de la même chose. Puis elle a dit: «Oui, c'est vrai.» Elle l'avait pas vu, mais elle a constaté que oui, c'est vrai. Sa fille peut la juger de la même chose, d'être insensible. Mais ça va être important d'aller vérifier avec la fille. Ça ne s'arrêtera pas, à constater seulement. Elle pouvait pas le voir parce que dans son système de pensée, dans son ego, ses croyances de l'ego, être égocentrique puis insensible, c'était inacceptable. Elle pouvait pas se voir comme ça. Donc si vous avez un jugement dans l'être, que vous n'arrivez pas à vous voir, c'est un peu normal. Votre ego vous dit que c'est inacceptable, donc hey, je veux pas être comme ça, moi. Mais pourtant, si vous avez ce genre de personne-là dans votre vie, c'est qu'il y a une partie de vous qui l'est déjà. C'est juste que vous le voyez pas. Pas le fun, hein? Pas le fun, puis je ris, désolée. Quand on trouve un comportement inacceptable chez quelqu'un, c'est notre ego qui nous empêche de le voir chez soi. On peut pas voir, ce cette partie-là qu'on accuse l'autre, c'est trop dur. Ensuite, avec, mon ami, c'est toujours dans ce miroir-là d'aller demander: «C'est quoi la peur qui est là?» Quand je m'empêche c'est mon amie, elle s'empêchait d'appeler sa fille. De plus en plus, elle s'en empêchait. Donc c'est quoi de quoi tu as peur quand tu t'empêches de faire ce que tu voudrais faire, en général? Puis là, ce qu'elle mentionnait, c'est: «J'ai peur que ma fille, elle ait encore juste des problèmes à me raconter, juste des choses négatives.» Il faut savoir que dans un problème, quand on fait le miroir, la peur qu'on va trouver là, ben, c'est tout le temps la même peur pour l'autre. Donc, la fille ne posait pas de questions à sa mère, ne s'informait pas de sa mère pour les mêmes raisons. Elle avait peur que si elle demandait à sa mère comment ça va, que la mère parte dans une série de problèmes à son tour. La fille avait déjà sa belle famille qui vivait beaucoup de problèmes, puis elle entendait rien que des problèmes, des problèmes. Donc, elle avait jamais réalisé que sa fille vivait exactement la même chose qu'elle. Elle a réalisé aussi qu'elle n'avait pas vérifié ça avec sa fille, le fait qu'elle déménage dans une autre ville, comment sa fille, elle, avait trouvé ça. Donc, en réalisant tout ça, les accusations, les peurs qui sont les mêmes, ben, elle est sortie de son ego, puis elle a réussi à entrer dans son cœur. Elle a réalisé que sa fille, finalement, n'était pas insensible, mais elle avait la même peur. Puis quand tu réalises ça, généralement, là, tu deviens sensible à toi et à l'autre. Puis des fois, tu te retrouves même avec les larmes aux yeux de cette sensibilité-là nouvelle qui apparaît. La prochaine étape, respecter le besoin des autres.
Donc, c'est important de découvrir son besoin dans la situation. Ce que ça veut dire souvent, c'est que l'autre a le même besoin. Puis c'est pas parce qu'on nomme le besoin, par contre, qu'on va le mettre devant nous, qu'on va le dire, que l'autre est obligé d'y répondre. Dans les besoins, entre autres, les besoins mutuels, toutes les deux, mon ami et sa fille, avaient besoin d'être écoutés. Hein, c'est un besoin assez légitime, ça, de vouloir être écouté. Mais lorsqu'on le nomme, on n'est pas en train de l'imposer à l'autre. Si je l'impose, ça devient de l'orgueil. Donc là, c'est plutôt de commencer à prendre des ententes. Ben, parfois, on va s'écouter, puis parfois, on ne sera pas capable de s'écouter. Mais c'est vraiment en faisant le miroir qu'on va découvrir tout ça. Il faut savoir que les autres peuvent pas toujours comprendre pourquoi vous avez certains besoins. Mais c'est la même chose pour vous. Des fois, les autres ont des besoins. Vous comprenez pas pourquoi ils ont ces besoins-là. Puis c'est pas parce qu'on nomme des besoins que l'autre est obligé d'y répondre. Ça, c'est important. Respectez vos espaces à chacun. Puis lorsqu'on fait cet exercice-là, c'est qu'on peut découvrir à quel degré on est à l'écoute de ses besoins ou pas. Si on voit qu'on veut que ce soit l'autre qui réponde à nos besoins, c'est parce qu'on croit que l'autre est responsable de mon bonheur. Si, disons que c'est l'autre qui me mentionne un besoin, puis que je me sens un désir impérieux de répondre à son besoin, c'est qu'il y a une partie de moi qui croit que je suis responsable de son bonheur. Des fois, ensemble, on va répondre mutuellement à nos besoins, mais pas systématiquement. Et quand je vois à quel degré je suis capable de me respecter, bien, ça me donne un bon indicateur avec mon triangle. Je me respecte, je vois que je suis capable de respecter les autres, bien, les autres aussi me respectent. Puis, respecter mes besoins, ça veut commencer en disant, c'est je les connais, puis parfois je vais écouter mes besoins, puis parfois je ne vais pas les écouter, mais au moins je les connais. Je les ai mis en conscience puis en lumière. Donc, en réalité, dans l'histoire de mon ami puis sa fille, finalement, les deux ont le même besoin. Besoin d'être entendus, le besoin d'être reconnus comme étant des bonnes personnes aussi. Donc, vous savez, on a souvent des besoins qui sont similaires. On se ressemble beaucoup plus qu'on le pense. Des fois, on dit, hein, ah, lui, là, ce frère-là, je suis pas capable de le sentir, là, on est trop différents. Peut-être pas tant que ça. La 7e étape, que puis-je apprendre avec cette personne? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à elle? Cette amie, entre autres, elle a appris, qu'elle avait des besoins, qu'elle avait des peurs, des accusations. Elle a appris tout ça, mais elle a aussi appris qu'elle croyait, c'était une croyance, qu'elle devait toujours être attentive aux problèmes de ses proches, sinon on est égocentrique. Elle a pu mettre ça en lumière, qu'elle avait une croyance que si je m'occupe pas des problèmes de mes proches parce que je suis égocentrique, puis comme je veux pas être égocentrique, mais je veux toujours m'occuper, mais je suis tannée de m'occuper des problèmes de mes proches, fait que là, je vais les culpabiliser, puis là, le conflit embarque, puis là, je veux plus, même plus leur parler. C'est pour ça qu'elle s'est trouvée, même comme excuse, de partir dans une autre ville. Elle était tout le temps en train de s'occuper des problèmes de ses enfants. Elle se sentait trop responsable. Donc, inconsciemment, par sa blessure de rejet, elle a été en réaction, elle a pris une décision inconsciente. C'est pour ça qu'on est responsable. On en prend des décisions inconscientes, puis elle est partie dans une autre ville. Ça, c'est le rejet, là. Quand on est dans le rejet, on s'en va, on fuit. Elle a appris aussi qu'elle allait au-delà de ses limites parce qu'elle avait trop peur d'être traitée égocentrique puis insensible. Donc, elle a réalisé qu'elle allait beaucoup trop loin. Elle a réalisé aussi que dans une famille, on a tous, sensiblement tous, les mêmes peurs. Et quand il y a une réconciliation dans la famille qui commence avec soi, ben là, on comprend pourquoi on a été attiré dans une même famille. On apprend
à travers ça qu'on est dans un état de dépendance face aux autres et qu'on a besoin de devenir autonome. Et ça a été assez merveilleux de voir sa réaction au fur et à mesure qu'on faisait le processus ensemble. Euh, qu'elle découvre qu'elle avait tout ça, puis là, elle a eu hâte de voir sa fille pour en parler. Et puis maintenant, ben, ils n'ont plus la relation conflictuelle, c'est des bonnes amies. Ils sont capables de se parler comme des bonnes amies. L'ego, hein, veut que ce soit la faute de l'autre. Que toi, tu n'as rien à voir là-dedans, toi, tu es correct, puis que l'autre, il n'est pas correct, mais c'est pas le cœur qui pense comme ça. Plus on agit par peur euh, d'être traité d'être ce qu'on veut pas être. Par exemple, elle ne voulait pas être traitée d'égocentrique. Ben, ça finissait qu'elle adoptait finalement des comportements comme ça, inconsciemment. La 8e étape, c'est le partage à l'autre. Tout ce que vous allez découvrir à travers ce processus-là, c'est de le partager à l'autre, puis de faire des demandes à l'autre, mais sans attendre. On va partager avec ouverture, et ça transforme la relation. Quand on voit à l'intérieur de soi qu'on a hâte d'aller partager ce qu'on vient de découvrir, c'est que le chemin y est fait dans le cœur. Si on a encore peur d'aller partager, c'est parce qu'on s'en veut encore. La souffrance est encore présente parce qu'il y a encore de l'ego. S'il y a de l'ego, il y a de la peur. S'il y a de la peur, il y a de l'ego. Lorsqu'on est dans notre cœur, on n'est pas dans la souffrance. On est dans notre joie, au contraire. On est vraiment dans la joie. Alors, tout ceci hein, pour me dire, si vous ajoutez du respect dans votre vie à votre égard, puis à l'égard des autres, que vous devenez une personne responsable, vous allez pouvoir régler plein de problèmes relationnels, de famille, puis même au-delà de la famille, hein, au travail aussi, là. Tout ce que je vous ai mentionné là, ça s'applique même tous les types de relations, vos voisins, n'importe où. Vous allez pouvoir améliorer la qualité de votre vie, la qualité de vos relations. Là, il vous reste juste maintenant à prendre la décision de le faire, puis passer à l'action. Comment est-ce que vous vous sentez à l'idée que vos relations, soit elles demeurent pareilles, avec peut-être même le risque que ça empire si jamais vous décidez de rien faire, ou comment vous vous sentez avec l'idée que vous pouvez faire quelque chose par vous-même. Vous avez le pouvoir d'amener une transformation, une prise de conscience, sans attendre que les autres changent. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Plus d'harmonie ou continuer comme vous avez fait depuis tout le début? Généralement, tout le monde veut des relations harmonieuses. Il faut commencer à faire des actions pour ce que vous voulez au lieu de juste penser à tout ce qui ne va pas dans la relation. C'est ce qui met fin à la conférence pour le moment. Je vous ai dit qu'à la fin de la conférence, je voulais vous parler d'un cadeau qu'Écoute ton corps donne aux personnes qui sont présentes. Laure, elle va vous faire un partage d'écran en ce sens, puis après ça, je vais aller vers une période de questions. Donc, Écoute ton corps vous offre 50 ou 50 € de rabais sur l'atelier de l'autonomie affective. Comme j'en ai parlé quand même un peu de l'autonomie affective, c'est une des clés pour vous aider justement à mieux gérer au niveau des conflits, des relations difficiles, familiales ou autres. Pour vous inscrire, c'est via le portail, comme avec la conférence. Puis le code promotionnel, c'est Harmonie et c'est valide pour 48 heures. Ça va être jusqu'au 25 avril inclusivement. C'est pour toute nouvelle inscription. Alors, pour parler un peu de l'atelier de l'autonomie, c'est vraiment pour apprendre à connaître ses besoins affectifs, pour les combler sans attendre que ça vienne toujours des autres, pour justement développer de l'autonomie affective. Si vous avez de la difficulté à être bien quand vous êtes seul, si vous êtes dépendant des autres pour combler vos besoins, combler besoin de présence, de compliments, de reconnaissance ou de confiance, ça, c'est vraiment un atelier qui va vous aider à devenir progressivement autonome. Ce qui est intéressant dans cet atelier-là, c'est que vous allez voir là,
toute la dimension de la dépendance, les formes que la dépendance affective peut prendre et qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ça. Parce qu'il y a différentes formes de dépendance affective et puis, dans ces formes-là, il y a des blessures qui sont rattachées, mais pas à toutes les dépendances, hein, dépendant de la dépendance qui est là. Puis, il y a aussi des manques affectifs qui sont associés à chacun des types de dépendance. Donc ça, cet atelier-là vous aide à les gérer pour justement prendre le chemin de l'autonomie. Une personne qui est autonome, ben, elle connaît à la fois ses capacités, elle connaît ses limites et elle sait combler ses besoins. Elle est capable de s'organiser tout en se respectant, puis donc, par le fait même, elle va gagner en efficacité. Elle est capable de travailler seule, puis elle est aussi capable de travailler avec les autres. Elle agit de façon responsable parce qu'elle a moins d'attentes. Ça, c'est quand même un beau cadeau. Puis elle est capable de faire des demandes claires. On parlait de problèmes au niveau de la communication, que c'était pas clair. Mais quand on est autonome, c'est beaucoup plus facile de faire des demandes et de savoir, d'être clair aussi dans nos demandes, d'oser faire une demande puis d'être clair. Ça va nous permettre, cet atelier-là, d'identifier des carences affectives parce qu'on en a. On en a tout plein. Puis c'est, ces carences-là affectives aussi qui éveillent nos blessures quand elles sont là. Donc, c'est vraiment un atelier, important où on fait des liens aussi, dépendance affective. Des fois, on a des dépendances physiques. Donc, on fait même un lien avec les dépendances physiques. Tu peux refermer le partage d'écran, s'il te plaît. Alors voilà, c'est la petite promotion. Vous avez 48 heures pour en profiter si vous désirez venir à cet atelier-là. Il y avait toutes les dates. Il y en a un que je suis là en plus, si jamais ça vous tente qu'on se rencontre, si vous êtes en Europe, même au Québec. Vous pouvez venir en Europe aussi, si ça vous tente. C'est celui-là qui est à Lyon, le 2-3 novembre. Toujours un plaisir de pouvoir rencontrer les gens qu'on a vus un petit peu partout, comme ça, dans les conférences. Ce qui m'amène à la période de questions. Et là, j'ai vu plein de questions passer pendant la conférence. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à tout ça, mais heureusement, Laure, elle a fait des condensés puis des petites synthèses de vos questions. Alors, je t'écoute, ma chère. Oui, Nathalie, on a eu beaucoup de questions parce que je pense qu'on vit tous un peu des conflits parfois dans nos relations familiales. Une question que j'ai trouvée intéressante, c'est si jamais il y a un conflit dans ma famille qui concerne deux personnes, mais pas moi, est-ce que je peux m'en mêler pour aider à résoudre le conflit? Puisque la personne disait qu'en fait, ce conflit-là, ça l'affecte elle aussi beaucoup. Bien, la première chose à faire avant d'offrir de l'aide, moi, si j'étais cette personne-là, je ferais le processus qu'on a proposé. Parce que si elle le vit et que ça la dérange, que ça l'affecte, ben, il y a quelque chose qui lui appartient, même si c'est pas son conflit à elle. Par la suite, moi, j'irais voir les personnes puis je dirais, écoute, j'ai assisté à une super conférence avec des bons outils. Ça vous tente-tu qu'on regarde ça ensemble? Mais à partir de là, ils ont le droit de dire oui ou non. S'ils disent non, ben, il va falloir que tu apprennes à te gérer par toi-même puis à réussir à sortir de l'attente qu'on a que les autres sont responsables de notre malheur. Une autre question, Nathalie, à laquelle tu as déjà en fait répondu à travers l'atelier, à travers la conférence. Une personne qui nous disait que elle a été rejetée par son fils, qui vit plus avec elle, puis elle se sent rejetée par son fils. Elle est aussi rejetée par un de ses frères. Donc il y a beaucoup de rejets dans la famille, même les personnes entre elles. Puis c'est ce que tu disais peut-être avec l'exercice du miroir, mais qu'est-ce qu'on a à comprendre comme ça quand il y a beaucoup de rejets finalement de la part de plusieurs personnes? Ben moi, j'irais, tu vois, on a parlé du triangle tout à l'heure. Donc, si je suis rejetée par les autres, ce serait important que la personne elle commence à regarder où est-ce qu'elle se rejette, elle. Dans quel domaine, dans quelle situation? Est-ce qu'elle rejette ses émotions? Est-ce qu'elle se rejette euh, dans les plaisirs peut-être qu'elle voudrait se faire, la personne? Donc, ça serait important qu'elle regarde où est-ce qu'elle se rejette. Parce que si elle est rejetée comme ça de part et d'autre, c'est sûr qu'elle-même se rejette. Et ensuite, qu'elle regarde où est-ce que elle rejette son fils, son frère. Donc, qu'elle prenne le temps de regarder cet angle-là.
En fait, on a eu beaucoup de questions dans le chat avec les personnes qui parlent un peu de leur situation personnelle. Puis il y en a beaucoup qui disent Ouais. qu'est-ce que j'ai à comprendre. Donc ça, ce serait la réponse générale de qu'est-ce qu'ils ont à comprendre à travers les conflits qu'ils vivent. C'est d'aller voir effectivement au niveau du triangle, ce que tu disais. Ben ça, c'est une chose à faire, mais bien sûr de faire les différentes étapes. Dès qu'on se sent pas bien, qu'on vit un conflit, ça nous aide à devenir conscient qu'il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas. Donc là, on s'arrête puis on se pose les différentes questions que Laure vous a mis tous tout au complet dans le chat. Tu as parlé, Nathalie, de la blessure de rejet, puis notamment le masque du fuyant. On a une personne qui nous demandait si on quitte une ville pour de bon, peut-être un petit peu comme ton ami. Si on quitte une ville, est-ce que c'est toujours une question de fuite à cause de notre Non, pas blessure de rejet? toujours. Pas toujours. Ça dépend c'est quoi qui te motive, mais vous savez, on est conscient 5 à 10%. Donc, si on se pose la question, ben déjà, ça serait intéressant de commencer à explorer, est-ce que ça se peut que j'ai fui quand j'ai quitté la ville? Parce qu'il y a des gens qui font des fuites géographiques, hein, qui déménagent sans cesse pour justement fuir des conflits, mais ça se fait inconsciemment. Mon amie, quand elle a changé de ville, elle s'est jamais dit dans sa tête, je change de ville parce que je veux plus vivre les problèmes que mes enfants m'amènent, en tout cas, tous les problèmes que j'ai. Puis il y avait ses frères, ses sœurs, en tout cas, il y avait toute une histoire, là. Il n'y avait pas juste ses enfants. Mais donc, tu sais, elle ne va pas quitter nécessairement consciemment en fuyant. Mais c'est après, quand on fait le tour puis qu'on prend le temps de regarder, on dit, oh là là, ouais, finalement, il y a une partie de moi qui a fui en déménageant. Il n'y avait pas juste ça dans sa situation, il n'y avait pas que de la fuite. Donc, tu sais, c'est dur de dire, mais si on pose la question, c'est important d'aller l'explorer alors. Poser la question, généralement, c'est déjà y répondre. Ça donne des indicateurs. On a eu une autre question par rapport aux 7 étapes à suivre, les 7 étapes dont tu nous parlais. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on doit réagir lorsqu'on a avec une personne face à nous, une personne qui est constamment dans son ego ou dans son orgueil, puis que nous, on a fait les 7 étapes de notre côté Ouais. avec sincérité, comment est-ce qu'on fait pour réagir face à cette personne? Ben là, tu vois juste le mot réagir. Si tu réagis, c'est parce que déjà, tu es encore dans ton ego. On tombe plus en réaction. Euh, Lorsqu'on fait les 7 étapes, on les fait pas pour l'autre, on les fait pour soi en premier, pour devenir conscient de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui fait que je me suis attiré une personne comme ça dans ma vie avec ce conflit-là, dans cette situation-là. Si par après, moi j'ai fait tout mon processus, mais je vois que la situation ne change pas, là, il se passe deux choses. Soit que ça me dérange. Si ça me dérange parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi que j'ai pas vu ou que j'ai pas encore accepté pleinement, que j'ai pas pris ma responsabilité. Mais ça se peut que j'ai fait tout mon processus, l'autre ne changera pas nécessairement parce que moi j'ai tout fait un processus, là, puis elle ne change pas, mais que ça ne me dérange plus. C'est comme, ben, c'est correct, elle a le droit d'être comme ça. C'est pas ma préférence qu'elle est comme ça, mais écoute, elle est comme ça, elle est comme ça. Je la changerai pas, la personne. Donc ça veut dire que moi, sur mon triangle, je me suis bien acceptée, là. Ce qui fait que je suis capable d'accepter l'autre qui est encore dans quelque chose d'émotif, de réactif. Donc, à la longue, ça va venir qu'il va y avoir un apaisement. Mais si ça la dérange parce qu'il y a une étape qui est peut-être pas encore faite. Une autre question qui ressemble un petit peu à celle que je viens de te poser. Si on a décidé de couper les ponts avec une personne parce qu'elle était violente physiquement ou psychologiquement, puis qu'on fait les étapes dont tu nous as parlé, pour nous, de notre côté, dans notre cœur, mais est-ce qu'on est obligé de reprendre contact avec cette personne si c'est quelqu'un de violent? Non, non, non. Là, à ce moment-là, non, on ne va pas se mettre en danger. Ça va arriver, hein. Il y a des gens qui sont capables de retourner vers une personne qui aurait été violente, mais tu n'es pas obligé de te mettre en danger. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu sois en paix et que tu aies pacifié la chose. Moi, ce que je propose dans ce temps-là, puis ça pourrait être quelqu'un qui est décédé aussi, tu sais, tu peux pas aller, tu montes au ciel, tu reviens, là, tu sais, tu peux pas. Donc,
mais que tu veux quand même faire un partage, ben à ce moment-là, tu peux demander à une amie de dire, veux-tu jouer le rôle comme si tu étais la personne, je vais m'adresser à toi comme si tu étais la personne que je n'ai plus de contact du tout. Ça peut être une personne aussi qui est déménagée à l'autre bout du monde. Je n'aurai jamais de contact nécessairement avec elle. Je ne sais même pas où ils sont rendus, certaines personnes. Donc, là, je prends quelqu'un qui joue le rôle, puis je le partage à un autre être humain. Puis ça, là, ça a un effet libérateur. Partager à un autre être humain, pas rester seul avec. Il faut le partager à voix haute. Vous savez, quand on est des enfants, on n'a pas les mots pour le dire. Cette souffrance-là qui nous habite, qu'on vit, on n'a pas les mots. Aujourd'hui, on est rendu grand, on les a les mots. Pas tout le temps, mais on peut les développer, ces mots-là. Ça aussi, ça s'apprend. Donc, de ne pas le garder, pour pas que ça s'imprime à l'intérieur de soi comme c'était imprimé depuis longtemps, on va l'exprimer à quelqu'un. On peut le faire en visualisation aussi. Ça peut être une autre façon de le faire. On a une autre personne, Nathalie, qui nous disait qu'elle est en rupture actuellement avec sa famille, mais qu'elle se sent apaisée, vraiment paisible face à cette décision. Est-ce Merveilleux. que ça veut dire, est-ce que ça cache quelque chose? Parce que ça veut dire qu'on peut quand même qualifier sa relation familiale d'harmonieuse en ce moment. Ben, ça se peut qu'elle soit en conflit, mais qu'elle soit bien. Tu sais, tout est possible. Mais il faut peut-être juste aller voir, est-ce que c'est du déni, puis ça, ce serait la blessure de rejet qui est activée, qui se fait croire qu'il n'y en a pas de problème, puis des fois qui ne voit même pas le problème. Est-ce que ça peut être ça? Puis, si la personne n'est pas certaine, ben moi, je ne prendrai pas de chance, puis je ferai les étapes. Comme ça, s'il y a quelque chose de caché dans le dossier, on l'éclaircit par le fait même. On a peut-être une dernière question qui vient d'arriver dans le chat. Quelqu'un qui nous dit qu'il a une amie d'enfance qu'elle a revue un certain temps, mais que cette personne ne cherche plus forcément en ce moment à se rencontrer pour être en contact. Mhm. Elle continue par contre de répondre par SMS. Est-ce qu'on doit lui demander la raison de pourquoi est-ce qu'elle est peut-être un peu plus distante? Ou est-ce qu'on doit finalement demander à l'autre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, avant d'aller demander, moi, je ferai le processus. Ces étapes-là, c'est avant n'importe quoi d'autre. La dernière étape, c'est le partage. Donc, tu sais, c'est à la fin, c'est le partage. Donc, il y a des étapes à aller faire avant. Donc, si ça me turlupine un peu, que ça me dérange un peu, que l'autre ne me redonne pas de nouvelles, ben là, j'ai attiré cette situation-là dans ma vie parce que quelque chose en moi qui n'est pas pacifié au niveau de l'être. Donc, j'ai besoin d'aller voir ce que c'est. Puis pour ça, ben là, j'ai mes étapes. Puis à la fin, si ça ne s'est pas résolu de moi à moi, ben oui, je peux aller voir l'autre pour dire, écoute, je me posais la question, tout simplement. Mhm. J'ai fait le tour des questions. Nathalie, on a juste une dernière enfin, que quelqu'un a écrit au tout début de la Oui. conférence, lorsque tu parlais du livre sur les 5 grands besoins des enfants nouveaux. La personne disait, j'ai fait le test qui est écrit dans le livre qui est proposé pour voir si on est un enfant nouveau et je ne me suis pas spécialement reconnue. OK. Quoi? Pourquoi? Mhm. Ben, parce que tu t'es pas reconnu. Je ne sais pas. C'est une bonne question. On se reconnaît pas nécessairement. C'est peut-être juste que tu n'es pas un Est-ce qu'on enfant est... nouveau ou il Oui, y a ça, peut-être, la, on est la question. conscient à 5 à 10%. Donc là, c'est une bonne question. Euh, les enfants nouveaux, c'est une catégorie d'enfants, mais vous savez qu'au fil des années, il y a eu toutes sortes d'enfants. Il y a eu les enfants téflon, les enfants indicaux, les enfants cristal, tu sais, il y a toutes sortes de générations d'enfants qui sont apparus au fil du temps. Donc, peut-être que tu te reconnaîtrais plus dans une autre catégorie d'enfants. Les enfants nouveaux, vous savez, si tu t'es pas reconnu, c'est pas dramatique non plus, là, c'est un test pour nous aider. Mais si pour toi, le respect, la communication, l'affection, le plaisir, la sécurité, ce sont des besoins importants, il y a des bonnes chances qu'à la lecture du livre, ça va venir te parler davantage, que tu te sois reconnu ou non, à travers le test. Merci Nathalie. Je ne sais pas si on a le temps encore Oui, pour oui. répondre.
Moi, j'ai encore du temps. On avait 1 heure et demie, là, on est en train de faire du débordement. Mais bon, si les gens veulent rester, ils peuvent rester. Puis ceux qui désirent quitter vont pouvoir quitter quand même, là. Ceux qui quittent, parce que là, ça fait déjà 1 heure et demie, ben merci d'avoir été là. Puis je continue à répondre aux questions, moi, avec plaisir. Une question qu'on vient juste d'écrire, c'est après tout ça, finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour faire le deuil de sa famille si sa famille est brisée, vraiment déchirée? Hmm. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile, hein. Faire le deuil d'une famille, c'est pas nécessairement ce qu'on aurait voulu. Lorsqu'on a réussi à faire les étapes, puis aller voir, parce que si c'est le deuil d'une famille, on s'entend que c'est pas juste d'une personne. Il y a des gens qui vont vraiment quitter les parents, les frères, les sœurs, qui se coupent complètement. Mais à ce moment-là, ça va être de faire toutes les étapes avec chacune des personnes de cette famille-là qu'on quitte pour pouvoir pacifier le tout. Puis, dans les processus de deuil, ben, il y a différentes étapes aussi, hein, vous le savez. La première, ben, des fois, c'est un choc, des fois, il y a de la colère aussi. Puis, tranquillement, il y a de l'acceptation qui va apparaître sur le fait que, pour le moment, dans cette vie-ci, ben, on on n'arrive pas à être en relation. Ça peut arriver. C'est pas ce qu'on aurait voulu nécessairement, mais ça peut arriver. Vous savez, la haine, c'est de l'amour. C'est de l'amour déçu. Des fois, on n'en vient qu'à haïr, mais sachez que si vous haïssez quelqu'un dans votre famille, c'est que vous l'avez profondément aimé. Puis vous avez été déçu dans cet amour-là. Oui, Laure. J'ai écouté tes paroles, puis j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un livre d'Écoute ton corps dans lequel on peut retrouver le processus des 7 étapes dont tu as parlé, ou c'est tout le cursus d'Écoute ton corps qui parle de ce dont on a parlé aujourd'hui? En fait, on en parle dans à peu près tous les livres. Le livre Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre, tu aurais les étapes qui sont dedans. L'atelier être bien au complet, mais tous les ateliers. Si vous faites l'atelier sur l'autonomie, vous allez en avoir aussi, l'autonomie affective, mais vous en avez à chaque cours, c'est le genre d'information qu'on va réutiliser. Mais spécifiquement, c'est l'atelier Être bien, le jour 2, où on fait entre autres toutes les étapes de lâcher prise, le miroir, réconciliation, pardon. Les 4 étapes qu'on a déposées ici sur 7, là, mais elles sont toutes là. Tu pourras remettre le lien, Laure. Oui. Je continue, Nathalie. Tant que tu m'arrêtes pas, je continue. Il y a plein de questions dans, dans le chat. Mon Euh, Dieu. il y a une personne qui nous dit lorsqu'on fait le processus des 7 étapes, mais que la personne avec qui on vit un conflit refuse de nous parler. Est-ce que cette étape-là, elle change quand même quelque chose dans l'inconscient peut-être? Est-ce que ça change? Est-ce que ça nous aide, nous, de notre côté, sans doute, mais est-ce que ça change quelque chose dans la relation? Ben oui, le fait de faire les étapes dans un premier temps, c'est pour vous que vous les faites. Hein, le conflit, lui, est à l'extérieur de vous, mais il vous impacte à l'intérieur de vous. Donc là, on ramène ça à l'intérieur, on regarde tout ce qui m'appartient, les accusations, les peurs, les besoins non comblés. C'est important là, que je prenne le temps de regarder tout ça. Puis après, ben, c'est comme je le mentionnais tantôt, ça se peut que l'autre a une sensibilité, qu'il soit pas capable d'entendre pour le moment ce que je veux partager. La dernière étape, c'est le respect. C'est de respecter aussi les limites de l'autre. Ça se peut que l'autre, il soit pas prêt pour le moment. Mais est-ce que si ça te fait vivre des émotions, tu as besoin de repartir là, le processus parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, tu avais l'attente que l'autre accepte de te parler. Ça reste une attente. Celui qui a le plus d'attente, c'est parce qu'on a encore une fois des blessures qui s'éveillent. L'autre n'est pas obligé de te parler, il n'est pas obligé de t'écouter. Ça, c'est ton besoin à toi. Tant mieux quand l'autre il est prêt aussi à le faire. Mais si l'autre n'est pas prêt, ben prends-toi au moins une autre personne pour essayer d'en parler. Reste pas tout seul avec ça. L'école Écoute ton corps a créé un programme pour former des consultants en relation d'aide.
Donc, on a une équipe de consultants en relation d'aide sur le site Internet que tu sais, si vous voyez là, que vous êtes pris dans un gros conflit, puis c'est difficile de le résoudre avec l'autre, restez pas seul avec ça. Demandez à rencontrer une consultante en relation d'aide pour vous faire aider. Des fois, ça prend 2, 3 rencontres, puis on a commencé à voir clair, puis à se dégager un peu de tout ça. Parce qu'on peut rien pour l'autre, hein. On n'est pas responsable de l'autre, ni de son bonheur, ni de son malheur. Et c'est pas à nous d'assumer les conséquences de l'autre. L'autre, il va vivre ses conséquences à ne pas vouloir vous parler. Peut-être qu'une des conséquences, c'est que toi, un jour, tu vas être rendu ailleurs, puis ça ne te tentera même plus, toi non plus, tu sais, de lui parler. Ça se peut, ça aussi, là. Ça, on ne le sait pas, on n'est pas rendu là. Est-ce qu'il y avait une petite dernière? Une petite dernière, mais Ah, qui a ben, été je veux plutôt donner peut-être le petit bonus que j'avais préparé. Je ne savais pas si j'allais avoir le temps, mais vas-y, une une petite dernière dernière. question, Nathalie, mais qui a fait beaucoup réagir parce que plusieurs personnes m'ont dit, moi aussi, ça m'intéresse. Euh, Si on a un enfant qui est pris dans les addictions, n'importe Ouais. lesquelles, Mm. comment faire pour l'aider? Comment faire soi-même dans cette relation? Est-ce que tu proposes quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, je vous dirais de faire l'atelier sur l'autonomie affective parce qu'on explore, on part des addictions physiques, des dépendances physiques. On regarde c'est quoi la dépendance affective en dessous et le manque affectif en dessous. Ça, c'est pour quelqu'un qui voudrait s'aider au niveau de sa dépendance physique, pourrait aller faire le cours sur l'autonomie affective. Puis si toi, tu as, exemple, un enfant qui a un problème d'addiction, que tu veux comprendre cette mécanique-là, là, ça, là, tu peux aller t'aider pour toi. Mais tu peux rien faire pour l'autre. Sauf aller voir ce que tu vis à l'intérieur de soi. Parce que là, si tu as un enfant qui est dans une addiction, que ça te fait vivre quelque chose, des peurs, des colères, toutes sortes d'émotions, qu'il y a des accusations aussi, puis que tu as des besoins qui sont non comblés. Là, faut que tu réalises que si tu as cet enfant-là dans ta vie, dans ton environnement, ben, c'est que tu as quelque chose à apprendre de cet enfant-là. Là, c'est pas de vouloir qu'il change à tout prix. On voudrait, parce qu'on sait que c'est pas bon des addictions, mais on n'a pas le pouvoir là-dessus. On peut toutefois euh, l'aider, cet enfant-là ou cet adulte-là, c'est un adulte, à voir. Encore là, c'est le désir, voir les conséquences de son addiction. Mais après, c'est lui qui va assumer les conséquences de son addiction. Mais toi, il faut que tu t'occupes de toi. C'est la seule chose que tu peux faire. À écoute ton corps, il y a une phrase qu'on utilise beaucoup, c'est il n'y a pas de transformation sans acceptation. Si tu es toujours en train de vouloir que l'autre change parce que tu considères que c'est pas correct ce qu'il est en train de vivre, lui, comme expérience, avec son corps, avec ce qu'il fait de sa vie, là, t'es pas dans l'acceptation, tu es dans l'ego. Tu veux que l'autre change. Si ça a un impact sur toi, ben là, en faisant ton processus, tu vas regarder c'est quoi ton besoin. Peut-être qu'un de tes besoins, ça va être de mettre des limites. Tu sais, si tu as un enfant de 18, 19 ans qui consomme, puis que là, tu es tanné, il habite chez toi, ben peut-être que dans tes limites, ça va être de. Puis ça se peut que ce soit le plus grand service que tu vas lui rendre en plus, tu sais, c'est de dire, ben écoute, moi, c'est dans mes limites, je suis plus capable de m'occuper de toi, j'ai plus envie, puis je veux que tu puisses t'occuper de toi. Là, je vais te demander de quitter. Ça arrive des fois on peut en arriver là, comme avec quelqu'un qui serait violent. Tu sais, à un moment donné, il y a une limite qu'on atteint, puis qu'on ne peut plus là, dépasser. Mais si vous ne faites pas le processus, vous allez rester dans l'accusation, puis c'est à cause de l'autre, si je ne suis pas bien. Cette notion-là de responsabilité, elle est immense, puis c'est la plus difficile à assimiler, puis à intégrer, parce qu'on a été éduqué que le problème, c'est l'autre. Alors que là, il y a un problème avec l'autre, ça c'est vrai. Il y a un problème, il y a une addiction. Mais là, il faut que je ramène ça à moi. J'ai peur de quoi si ça ne se règle pas? J'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi pour moi dans la situation, pas pour l'autre. J'ai peur de quoi pour moi? Et puis,
Je l'accuse de quoi? L'autre. Ça veut dire que moi, je m'accuse de ça aussi. Disons, je l'accuserais d'être insensible, hein, ça pourrait être le même mot. Mais ça veut dire que je m'accuse d'être insensible, mais je le vois pas. Ça veut dire que moi, je suis insensible, puis je me vois pas quand je le suis. Puis je suis probablement insensible avec cette même personne-là. Est-ce que je peux commencer à m'accepter? Parce que j'ai peur. Quand je suis insensible, là, c'est pas pour mal faire. Je suis pas mal intentionnée. C'est parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi quand je suis insensible? Ben, il y en a des peurs qui vont apparaître. Il faut prendre le temps, c'est un processus. Il y a des relations, ça fait des années qu'on entretient, c'est les mêmes schémas répétitifs, dysfonctionnels, désagréables, disharmonieux. Ça fait des années pour certaines personnes que ça traîne. La seule personne qui peut décider qu'il va se passer quelque chose de différent pour elle, c'est toi. C'est pas l'autre qui a une addiction, c'est toi avec toi. Je sais que les parents qui viennent d'écrire ça pour l'addiction de leurs enfants ou les gens que c'est leur conjoint, conjointe, je sais que c'est pas facile à entendre, mais tu es pas responsable de l'autre. L'ego nous fait croire que oui, puis l'ego nous fait assumer les conséquences de l'autre. Ça, c'est pas évident de départir ça, puis de voir que si j'ai ça dans ma vie, un, j'ai tout en moi pour y faire face, puis deux, ben, je peux décider d'y faire face avec plus d'amour pour moi ou je peux décider de continuer de fuir puis d'accuser l'autre encore et encore et encore. Mais dans 10 ans, vous allez vivre la même situation. Maladie en plus. Je vais clore la période de questions. Si vous avez le goût, j'avais une petite détente à vous faire faire. C'était pas inclus dans la conférence. On est dans du débordement, mais ceux et celles que ça leur tente de vivre l'expérience de la conférence jusqu'au bout, avec le petit bonus, bien. Puis Laure, si jamais tu as besoin de clore ton dossier, puis je sais que toi aussi, là, c'était 1h30, donc gêne-toi pas. Alors, ceux qui sont intéressés par la détente, ben, on va se préparer à la détente en fermant les cellulaires. Asseyez-vous confortablement. Si vous voulez vous mettre une musique, libre à vous. Moi, je n'en mettrai pas de mon côté. Je trouve que ça distorsionne en Zoom quand on met de la musique de notre côté. Ceux qui nous quittent, toutefois, bye bye tout le monde. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous voir puis d'échanger avec vous pendant la conférence. Alors, je t'invite à prendre une grande respiration profonde. Tu pourras garder tes yeux fermés tout au long. Inspire, tu retiens et tu expires profondément. Répète quelques fois là, ces respirations-là profondes. Tu vas commencer à détendre ton corps, prends contact avec tes pieds. Tu vas monter le long de tes jambes, puis tu vas détendre tes pieds, tes jambes, tout en montant jusqu'à tes fesses. Tu peux sentir ton ventre qui se relâche. Tu vas monter la détente tout doucement dans ton corps, tes organes, ton dos, ta colonne vertébrale, jusqu'à tes épaules. Et tu sens tes épaules qui s'affaissent. Prends le temps de descendre jusque dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts. Ta nuque, ton cou, ton visage,
en cuir chevelu. Prends une grande inspiration, puis à l'expire, laisse aller. Laisse aller les tensions, la fatigue, laisse aller. Et tu te retrouves devant un escalier de 12 marches. Je vais mentionner les marches, tu vas les descendre tout doucement. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu te retrouves dans le bas de l'escalier devant une porte que tu ouvres et tu entres dans une grande pièce. Tu te sens en sécurité, tu te sens bien et tu vois une personne de ta famille avec qui tu vis un conflit ou un malaise qui se présente. Accueille cette personne. Dans cette pièce, il y a 2 fauteuils qui sont placés face à face et vous allez vous y asseoir, tous les 2. Partage à cette personne ton vécu, le malaise que tu vis avec elle et de quoi tu as peur pour toi. Prends le temps de lui partager et visualise qu'elle t'écoute attentivement. Partage aussi ce que tu veux pour toi dans cette situation ou avec cette personne. Partage que tu sais que présentement, tu n'as pas ce que tu veux parce que tu n'avais pas encore regardé ce que tu avais à apprendre avec elle et que tu étais plutôt dans l'accusation et le jugement envers lui ou elle. Partage-lui ce que tu as trouvé selon ton jugement avec cette personne. Dis aussi à cette personne que tu as appris que lorsqu'on juge une personne, l'autre nous juge de la même façon. Alors demande-lui à quel moment cette personne t'a accusé ou jugé de la même chose. Ça peut être dans cette même situation ou dans une autre. Prends le temps d'écouter ce qu'elle a à te dire. À quel moment elle t'a jugé.
Vérifie avec elle si elle a le même genre de peur que toi, que tu lui as exprimé plus tôt, et si elle a les mêmes besoins que toi. Prenez quelques instants pour partager ensemble comment vous vous sentez de voir que vous vivez les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes besoins. Vous êtes pareils finalement, deux personnes qui souffraient. Alors, prenez cet instant-là pour partager comment vous vous sentez mutuellement. Levez-vous de votre fauteuil, regardez-vous dans les yeux et prenez-vous dans les bras. Vous vous dites qu'à l'avenir, vous allez faire les choses pour que cela se passe mieux entre vous. Laisse l'image s'effacer. Prends une grande inspiration, reviens doucement dans la pièce. Commence à bouger, à t'étirer. Quand tu es prêt, prête, tu peux ouvrir tes yeux. Et c'est ce qui met fin à notre conférence d'aujourd'hui. J'espère que vous avez reçu des clés, des éléments pour vous aider. J'espère que ça va bien aller dans vos relations familiales. Prenez la décision maintenant, par amour pour vous, de d'aller à l'intérieur de vous, d'aller voir qu'est-ce que cette situation-là a besoin de vous apprendre. Je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine conférence, je l'espère. À bientôt tout le monde.